Bonjour à tous. En ce 5 décembre 2015, nous continuons notre découverte des différentes personnalités du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, mon invité est Samuel Côté. Samuel Côté est originaire de Price et il pratique le métier peu conventionnel de chasseur d'épaves. Il nous reçoit aujourd'hui à son bureau pour nous parler de son métier, de ses futurs projets et aussi de son émission de télévision. Bienvenue Samuel. Tout d'abord, tu pratiques un métier peu commun. Pouvez-vous expliquer c'est quoi le métier de chasseur d'épaves? Bon, c'est sûr que j'ai un parcours atypique, là, mais si on veut faire ça assez rapidement, le métier de chasseur d'épaves, moi j'ai comme mandat de localiser, identifier et de documenter les épaves. Mais aussi, il y a un aspect humain derrière tout ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire derrière l'épave. Donc, les gens qui ont vécu à bord des navires et tout ça, moi, je m'intéresse à ça. On n'est pas des pilleurs d'épave, il faut le mentionner. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'histoire, en général. OK. Et c'est quoi les études ou les formations qu'on doit faire pour devenir chasseur d'épave? Il n'y a pas de manuel d'instruction pour devenir chasseur d'épave. Je suis l'un des seuls au Canada, le seul au Québec. Okay. C'est une passion qui est devenue un métier. Je suis le seul dans l'histoire du Québec qui est parvenu à vivre de cette passion-là. Moi, j'ai un parcours atypique, donc je suis décrocheur au secondaire. J'aimais pas l'école. Je suis pas quelqu'un qui était assidu. Je pratiquais la musique. Je vivais que pour la musique. Finalement, je me suis inscrit. Je faisais un petit cours en vente à Rimouski. Puis ce cours-là, veut pas, au fil des ans, m'a aidé beaucoup à vendre ma salade, justement, avec chasseur d'épaves, de pouvoir dire aux gens que j'étais pas un extraterrestre, que ça existait à travers le monde, mais qu'au Québec, il n'y en avait pas. Puis c'était une question de temps avant que ça s'installe. Après ça, finalement, en 2010, j'ai décidé de m'inscrire à l'université en histoire. Je me suis dit, bon, il me faut un papier. Tu sais, je me faisais tout le temps dire, t'as pas ton papier, t'as pas de cheveux gris, tu sais, t'as pas de crédibilité. Fait que là, j'ai dit, ok, je vais m'inscrire. Finalement, j'ai pas pu terminer encore mon bac parce que justement, toute la série chasseur d'épaves a tellement pris de place qu'il me reste quelques cours à faire. Je vais le finir un jour parce que j'envisage d'enseigner à l'université. Ah, ok. Mais justement, votre passion pour l'archéologie et les épaves, ça vient d'où? Bon, aujourd'hui j'ai une petite flèche à vous montrer. Cette petite flèche-là, c'est une pointe en coche latérale qui date de 2500 ans. J'ai trouvé ça à l'âge de 6 ans en creusant sur la berge à l'embouchure de la rivière Métis, près des fameux jardins de Métis à Grand Métis. J'avais 6 ans. Okay. Moi, je croyais que c'était une roche. Je faisais une collection de roches. Donc, je l'ai remisé dans un tiroir, croyant que c'était une roche. J'ai fait comme avec toutes les autres roches, je l'ai peinturé. Finalement, c'est à l'adolescence que je commençais à m'intéresser à l'archéologie, à la paléontologie. J'ai trouvé dans un livre, je me suis dit, ok, ça ressemble drôlement à une pointe de flèche amérindienne. Puis en 2005, il y a eu des fouilles archéologiques dans mon village natal à Price. Je suis allé voir le responsable des fouilles, M. Jean-Yves Pintal, j'ai présenté ma flèche, puis il a dit, t'as fait une découverte historique à l'âge de 6 ans. Donc j'étais archéologue sans le savoir à 6 ans. J'avais pas mes papiers, mais tout ça. Mais il disait que ça, c'était une flèche qui datait de 2500 ans, puis surtout, c'était fait de quartz de Rama. Donc ça, c'est un matériel qu'on trouve au Labrador. C'était très curieux de trouver ça à Métis. Il y avait beaucoup d'échanges à l'époque. Puis ça, c'était vraiment le point de départ, sans le savoir, de ma passion pour l'histoire et pour l'archéologie. Mais à 6 ans, je m'intéressais pas aux épaves. C'est plus tard. Sinon, je pense que c'est un signe du destin, cette pointe de flèche-là, qui m'a amené à être chasseur d'épaves. Puis au niveau plus technique, je me demandais comment on fait pour localiser une épave ou trouver l'endroit où se trouve. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un dossier qui se ressemble, ils sont tous complexes. Des fois, on va faire face à une épave sans source historique. Donc, c'est une épave qui est au fond de l'eau, personne ne possède d'informations. Donc là, il faut aller in situ, aller chercher le maximum d'indices au fond de l'eau. Les plongeurs, me ramènent des indices. Après ça, là, je peux partir et aller en archive. Dans d'autres cas, moi, je fais le travail en amont. Donc, j'essaie d'aller chercher le maximum d'indices dans des sources primaires. C'est des sources vraiment qui peuvent être des anciens livres, des cartes marines, vraiment des vieilles archives. Après ça, moi, je pars avec ça, on s'en va sur le fleuve, on tente de localiser justement l'épave après avoir délimité un périmètre de recherche. Donc, il n'y a pas un dossier qui se ressemble. Okay. C'est environ combien d'heures pour une épave, trouver une épave? C'est totalement différent. T'sais, des fois, ça peut être 50 heures, des fois, ça peut être 150 heures. Okay. Tout dépendant du dossier, tout dépendant de l'époque, tout dépendant de l'état de l'épave. Comme là, dans la saison 2, chasseur d'épave, on a identifié une épave à Sainte-Flavie, très endommagée. Mais j'en suis extrêmement fier parce que justement, moi, c'est plus valorisant d'identifier une épave très endommagée qu'une épave qui est plus complète, avec plus d'indices. Mais c'est ça, chaque dossier est différent, donc on doit s'ajuster beaucoup. On doit s'ajuster. Puis comme il n'y avait pas de manuel d'instruction, moi, ma méthodologie maintenant est éprouvée, mais j'en avais pas à l'époque. Okay. Donc au fil du temps, j'ai dû m'ajuster avec mes expériences. Ok. Puis je me demandais aussi quelle émotion tu as après avoir découvert une épave
caché depuis très longtemps. C'est sûr que c'est dur à décrire, mais ça grouille beaucoup en dedans. Je suis quelqu'un quand même de timide, assez low profile, je dirais, mais je le vis à l'intérieur. Tu sais, il peut y avoir les frissons, tu dis, c'est une épave, ça fait 150 ans qu'elle est là, il y a eu des victimes, nous on est les premiers à l'identifier. Ouais. Souvent, je suis en arrière de mon écran d'ordi quand ça arrive, ce moment-là. Des fois, c'est sur le terrain. Puis c'est sûr que c'est valorisant pour tout le monde aussi. On vit tout un trip en gang. Puis ça, ben, justement, on essaie de le faire sentir avec Chasseurs d'Épave, de partager notre passion à travers l'écran. Puis c'est sûr que c'est un feeling extraordinaire à chaque fois qu'on identifie une épave. Justement, ton émission, elle a été diffusée la première saison en 2014 Ouais. sur, l'émission, sur la chaîne Historia. Comment cette opportunité-là s'est offerte à toi? Moi, ça part de loin. En 2011, il y a une maison de production de Montréal, Urbania, qui m'ont contacté. Il y avait le producteur qui était en France, qui avait entendu parler de moi parce qu'il y avait un article publié justement sur leur site. Puis eux, ce qu'ils ont fait, ils ont retiré l'article du site parce qu'ils avaient passé des cartes d'affaires à d'autres maisons de production, puis ils avaient peur que ces maisons de production m'approchent. Okay. Ça a commencé comme ça. Puis là, je suis allé les rencontrer à Montréal. 2012, on a fait le démo de la série. 2013, on a tourné la première saison. Deuxième saison a été diffusée, comme tu as dit tantôt, en 2014. Là, on a tourné la deuxième saison en 2015, cet été. Ouais. Puis elle est diffusée en 2016. Tout en plein ça. Hiver. Ouais, début janvier. Puis il y a déjà une saison 3 dans l'air, fait que Okay. tout est positif, là. Bon. Puis comment vous avez fait pour décider les 10 épisodes de la série, les 10 histoires que vous allez présenter? Bon, c'est sûr que la série tourne autour de mes recherches, donc c'est moi qui sélectionne les épaves. Donc moi, je suis recherchiste, je suis consultant, en plus d'être le personnage principal. Donc c'est moi qui décide là, de quelle épave on va traiter. Moi, je monte des dossiers de recherche, j'envoie ça au réalisateur, lui écrit des scénarios. Moi, j'ai un pas de regard sur le scénario, on échange beaucoup là-dessus, on fait beaucoup de Skype. Comme moi, je suis à Rimouski, ils sont à Montréal. Ouais. Bon, on échange comme ça. Puis c'est de même qu'on monte les scénarios, mais on arrive sur le terrain, puis c'est jamais pareil. On fait de la télé en plus. C'est pas simple de mélanger l'équipe de production avec l'équipe de plongeurs, donc il y a des frictions, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas simple sur le terrain non plus parce que dans la nature, elle collabore pas toujours. Mais ça reste que c'est une belle aventure. On s'est ajusté beaucoup avec la première saison, on a appris énormément. Deuxième saison, humblement, je pense qu'elle va être meilleure parce que justement, on a appris beaucoup de nos petites erreurs ici et là. Il y en a qui c'était la première fois qu'ils faisaient de la télé aussi. Puis c'est pas toujours des conditions faciles. On fait du 12 heures de tournage par jour. C'est beaucoup de pression pour 22 minutes. On fait peut-être un 25 heures de tournage pour un épisode de 22 minutes. Okay. Fait que ça demande énormément. Quand on est sur le terrain, on est fatigué le soir, on a hâte d'aller se coucher. Hein. Puis au dernier Gala Gémeaux, vous Ouais. avez gagné le trophée pour la catégorie meilleure série documentaire sciences, nature et environnement. Ouais. Et comment vous avez réagi quand vous avez découvert ça? Bon, on avait été nominé au mois de juin. Premièrement, d'être nominé, c'était un exploit en soi parce qu'il y a énormément de séries documentaires qui sont très bonnes dans cette catégorie-là. Donc, on a été nominé, ça, c'était une surprise. Puis là, au mois de septembre, moi, finalement, j'ai pas pu aller à Montréal, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. J'étais ici, justement, au sol, puis je savais que la catégorie, ça s'en venait. Là, je suivais ça avec impatience. Puis quand j'ai vu ça, j'ai crié le plus fort que je pouvais. Puis pas longtemps après, j'ai appelé mes parents, c'est sûr, parce que mes parents, eux autres, c'est mes, je dirais, mes confidents. C'est eux qui connaissent le plus la chasse d'épave après moi, parce qu'ils n'ont tellement entendu parler. Ma blonde, bien sûr. Puis à partir de là, j'ai reçu des téléphones, des producteurs et tout ça, parce qu'Historia, eux autres, cette année, on était la seule émission qui remportait un Gémeaux, donc ils étaient extrêmement fiers. Pour eux, c'est la visibilité, ça fait rayonner la série, ça fait rayonner le diffuseur, puis ça ouvre des portes aussi. En gagnant un Gémeaux comme ça, on affrontait quand même Jean Lemire, qui est reconnu depuis plusieurs années. Il était en nomination dans 2 catégories avec Mes jours pour la planète. Donc, veut pas, on a commencé très fort. Ça veut dire que la série était appréciée, on avait des bonnes codes d'écoute, puis c'est pas pour rien qu'on est de retour pour une deuxième saison. Oui, ça représente beaucoup pour vous, ça veut dire, et pour la chaîne Historia. Ouais, ça représente beaucoup. Tu sais, j'ai ma petite pointe de flèche dans mes débuts, puis j'ai mon Gémeaux ici, puis entre les deux, tu sais, ça en est passé beaucoup de choses, mais tu sais, c'est des beaux souvenirs, puis derrière ce Gémeaux-là, c'est sûr que je suis pas tout seul, c'est une équipe, on travaille très fort, une équipe de production et tout ça. Mais ça reste que, tu sais, je pensais jamais, moi, en commençant dans mon petit village à presse, qu'un jour, on allait, tu sais, premièrement, on vient pas du domaine de la télé, puis qu'on remporte un Gémeaux, puis que justement, le boss d'Urbania m'offre ce Gémeaux-là, me dit, il est à toi, il t'appartient parce que tu as travaillé extrêmement fort. Mais tu sais, ça... Des fois, j'avais des doutes, je me disais, pourquoi je fais ça, la chasse d'épave? Tu sais, je me disais, bon, c'est quoi d'aller déterrer des vieilles histoires? Mais c'est au fil des ans, en rencontrant des familles de gens qui ont perdu des gens en mer, justement,
On a organisé des cérémonies, puis là, c'est là que ça prend tout son sens. De dire, OK, ben mon travail, il est social, puis je pense que ça vaut la peine de continuer. Outre le fait que j'aime l'histoire, que je suis passionné, puis que je suis curieux, ben ça vaut la peine de le faire, ce métier-là. Oui. Et outre ta prochaine saison de télévision à l'hiver, quels sont tes futurs projets? Il y en a beaucoup. C'est sûr que là, présentement, on travaille sur un projet sur la bataille du Saint-Laurent. Donc, on a découvert de nouvelles épaves de la bataille du Saint-Laurent dernièrement qui ont été coulées par les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est très méconnu, ce sujet-là. Donc, à l'hiver, mettons mars 2016, on devrait lancer un site internet là, pour montrer la reconstitution des combats qu'il y a eu dans le fleuve. Puis peut-être un documentaire aussi qui va être réalisé sur la bataille du Saint-Laurent. Je travaille là-dessus avec une maison de production de Natal. On espère produire ça. Puis évidemment, une saison 3 de Chasseurs d'épaves, on le souhaite. Oui. On devrait commencer à travailler les dossiers bientôt pour tourner l'été prochain. OK. Mais merci beaucoup, Samuel. C'est tout pour aujourd'hui. On peut te suivre sur ta page Facebook, Samuel Côté Chasseur d'épaves. Tu as aussi un site internet super interactif. J'ai beaucoup aimé, www.cimetièresaintlaurent.com. Et tu as aussi 2 romans à ton actif. Oui, 2 livres historiques. Un qui était le Métis maritime, ancré au passé, 18 ans aujourd'hui, qui traitait beaucoup davantage sur l'histoire locale des Métis, Grand Métis, l'histoire maritime. Mon deuxième livre, c'est Les naufrages du Québec au 20e siècle. Il n'y avait pas de livre sur les naufrages. Ça manquait sur la bibliothèque, puis je me suis dit, je vais lancer ça sur un survol des naufrages, parce que je ne suis pas vraiment dans les détails dans chacun, mais au moins je fais vivre à travers des photographies les naufrages les plus importants du Québec. Et évidemment, on suit ta 2e saison sur les ondes de Historia Chasseurs d'épaves dès l'hiver. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes de nos personnalités du Bas-Saint-Laurent.